Donc maintenant, on va parler de la profession de cardiologue. Ouais, je vais y arriver. Je suis sûr que je vais y arriver. Et voilà, je te passe la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Feno Rabenerina. Alors, je vais dire 2-3 mots, ce n'est pas prévu, mais comme j'ai vu tout à l'heure que les gens se sont présentés d'une façon personnelle, donc je vais me présenter très rapidement. 44 ans. J'ai fait mes premières années concours à Nancy, dans Lorraine, en Meurthe-Moselle, jusqu'en 6e année, donc le D4 à l'époque. Et puis, concours de ECN, que je vais en parler tout à l'heure, à l'époque. Et puis admis à Paris pour faire ma spécialité, mes 4 années de cardiologie. Puis j'ai fait une 5e année de coronarographie et puis après, je suis allé en Belgique et à Amsterdam, et ça, on verra plus tard. Voilà, actuellement, je suis en libéral, cabinet à Saint-André, après avoir passé quelques années de chef de clinique assistant, aussi bien au CHU à Paris qu'à Bruxelles, qu'ici à Saint-Denis. Voilà en ce qui me concerne, j'ai une fille qui est en seconde. Voilà, donc parcours et métier d'un ou d'une cardiologue. Donc, vous allez remarquer que j'ai mis un S à métier et vous allez comprendre tout à l'heure le pourquoi. Alors, donc, le plan que j'ai voulu faire pour ce soir, donc qui tiendra à peu près sur 10 minutes. Alors, dans un premier temps, je vais parler très rapidement, c'est assez technique, c'est assez lourd, mais je vais essayer d'être rapide sur l'accès vers la spécialité. Puis, dans un deuxième temps, les outils du cardiologue. Nous, les cardiologues, on aime bien les petits gadgets. Et les métiers, encore avec un S, du cardiologue. Alors, accès vers la spécialité. Ça va être un peu rapide dans la mesure où j'ai lu récemment le décret qui vient de sortir qui reforme en fait le concours. Alors, les plus anciens connaissaient le mot internat, puis nous, on connaissait le mot ECN, puis après il y avait le ECNI, examen classant national informatisé, et puis tout ça, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que dans ce décret, dès 2023, ce sera donc la fin de ce fameux ECNI. Et donc, à la fin de la 6e année, donc là, je vous parle de la fin de la 6e année que ça se passe, donc il y aura 3 choses. Il y aura les épreuves dématérialisées nationales, EDN. Il y aura l'examen clinique objectif structuré, ECOS, et il y aura évaluation du parcours. En résumé, vous allez donc être évalué à la fin de la 6e année par des connaissances, par les compétences et par un parcours. Je m'explique très rapidement. Alors, les connaissances, donc dès le mois d'octobre, donc dès la rentrée de la 6e année, qui compte pour 60% de la note finale. Donc, c'est une évaluation des connaissances théoriques avec QCM, questions ouvertes. Ce sera plutôt une évaluation continue. Et donc, il y aura une connaissance indispensable pour le futur médecin, dite connaissance en rang A, et une connaissance plus approfondie dans chaque discipline, connaissance de rang B. Et puis, il y aura toujours, comme d'habitude, une note minimale qui vous permettra d'accéder à la deuxième partie qui s'appelle donc l'ECOS. L'ECOS, donc ça, c'est vers le mois de mai, donc d'après ce décret qui est bien évidemment théorique, mais qui n'est pas encore pratiqué. L'ECOS, donc examen clinique objectif structuré, qui compte pour 30% de la note finale. Cette fois-ci, vous mettez vos connaissances pour créer donc votre savoir-faire, savoir-être. Donc, vous allez avoir des compétences. Donc, c'est un oral avec comment on dit ça, de questions, mise en situation, avec donc avec une situation clinique où vous devez répondre vraiment jusqu'à la rédaction d'une ordonnance, par exemple, d'un patient. Et puis, une nouveauté, 10% de la note finale, il y aura donc le parcours, donc c'est un peu facultatif. Si vous avez fait une mobilité, vous avez fait une recherche, un double cursus, les œuvres humanitaires, donc eux, ils vont attribuer 10% à cela. Donc voilà les 3 accès vers donc le 3e cycle des études médicales à la fin donc de la 6e année. À la fin de tout ça, là je vais passer très vite, il y a ce qu'on appelle le appariement, on met toutes les notes et on choisit. Et là, c'est à peu près toujours comme actuellement, vous choisissez 2 choses, la spécialité et la ville. Si vous êtes assez bien classé, vous pouvez avoir le luxe de choisir
votre spécialité dans la ville que vous voulez, assez moins bien classé, ben, en général, on s'accroche à sa spécialité et on se déplace. Sinon, ben, si on est vraiment attaché à sa ville, ben, on garde ce qui reste. Voilà, à partir de là, vous entrez donc dans le troisième cycle des études médicales. Et Alors, ça, c'est vrai pour toutes les spécialités médicales, que ce soit anesthésie, gynécologie, urgentiste, tout, exactement, pneumologie. tout à fait. Alors, maintenant, je vais parler des outils du cardiologue. Alors, dans un premier temps, je vais aller vite. Donc, l'histoire de la cardiologie, comme toute spécialité, il faut comprendre l'anatomie du cœur et des vaisseaux. Alors, j'ai mis et vasculaire parce que le cardiologue, il est cardiologue vasculaire, mais vous allez voir que le vasculaire, on devient de moins en moins pratiquant parce que les angiologues font nettement mieux que nous parce que c'est leur vraiment métier actuellement. Donc, on apprend l'anatomie du cœur sur les planches de livres, mais le mieux, et en tout cas en ce qui me concerne, j'ai mieux compris quand je suis allé voir dans une salle d'opération un cœur ouvert. Puis, on apprend le fonctionnement, la physiologie, le fonctionnement normal d'un cœur, le jeu de pression. Vous allez voir qu'il y a énormément de jeu de pression dans un cœur, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la physiologie d'un cœur. À partir de là, ça y est, on est muni d'une connaissance théorique d'un cœur normal. Et à partir de là, on a quelques outils. Bon, j'allais ne plus mettre les stéthoscopes, mais c'est essentiel. Puis, on a ce fameux électrocardiogramme. Donc, l'électrocardiogramme, c'est vraiment, je dirais, le stylo, le b.a.-ba d'un cardiologue, donc qui regarde la fréquence cardiaque et qui permet de savoir s'il n'y a pas de trouble du rythme de palpitation. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre et vous allez en manger, si je puis m'exprimer ainsi, pendant toutes vos études, surtout en troisième cycle. Mais ça commence déjà en deuxième. Moi, à mon époque, c'était en deuxième année, on a fait la cardiologie. Alors, donc ça, c'est l'outil de cardiologie. Donc ça, c'est un ECG. À droite, vous avez comment on branche un ECG. Donc ça, c'est lors de ma mission humanitaire à Madagascar. Donc, j'ai pris cette photo. Alors, puis, deuxième outil que nous, les cardiologues, on aime bien, c'est l'échographie. L'échographie, donc, c'est ce gros appareil, mais qui peut être aussi le petit appareil au milieu, un appareil portatif. Encore une fois, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour ma mission humanitaire à Madagascar. Donc, c'est un appareil tout aussi bien que le gros appareil sur votre gauche, avec bien évidemment les prix complètement différents. Et pareil, sur votre droite également, il y a ce qu'on appelle l'échographie transœsophagienne. Donc, c'est une échographie où on entre dans la bouche pour aller mieux voir à proximité du cœur. L'échographie, actuellement, on fait beaucoup de joujou. Nous, les cardiologues, on aime bien tout ce qui est coloré, tout ce qui est visible. Donc, on peut faire en 3D, on regarde le cœur dans tous les sens. Et donc, ça devient de plus en plus précis. Donc, ça, c'est quelque chose que tout cardiologue doit savoir pratiquer. Voilà, donc vous avez le 2D en noir et blanc, si je puis dire, et les 3D en couleur. Et ça, c'est des choses que vous pourriez avoir lors d'une échographie cardiaque. Voilà. Puis, on a d'autres outils, donc ce qu'on appelle le test d'effort. Donc, ça, c'est plutôt déjà dans les outils dynamiques. Donc, ce test d'effort, utilisation pour aller dépister l'infarctus, donc comme quoi la personne a une artère coronaire qui commence à se boucher, mais ça peut être également utilisé pour un post-opératoire. Ça peut être également utilisé dans les postes AVC, les rééducations AVC, et ça peut être également utilisé, par exemple, pour les sportifs. Donc, sur un tapis ou sur un vélo. Ça, c'est un des outils. Et puis, je vais passer vite sur les outils qui sont plutôt du gadget plutôt radiologique. Donc, on a une IRM cardiaque, donc qui donne une visibilité beaucoup plus détaillée sur la fonction et l'anatomie du cœur. Et on a donc en médecine nucléaire ce qu'on appelle une scintigraphie myocardique qui découpe le cœur et qui nous permet de voir s'il y a une partie du cœur qui n'est pas suffisamment vascularisée. Voilà donc les outils qu'un cardiologue dispose pour mener à bien le diagnostic d'une pathologie. Alors, après avoir eu tout ça, je vais maintenant m'attarder ou regarder ce qu'on appelle les métiers du cardiologue. Le cardiologue lui-même, c'est déjà un métier, mais à l'intérieur, il y a encore plusieurs métiers. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le cardiologue généraliste. Le cardiologue généraliste, il fait un peu comme tout le monde, mais lui, il fait
consultation, il examine, il écoute, il fait un diagnostic, l'électrocardiogramme, quand on a dit tout à l'heure, et l'échographie cardiaque. En général, un cardiologue généraliste, il fait au minimum ces trois choses-là. Puis, c'est parti encore pour les outils. On aime bien les outils des cardiologues. Il y a encore ce qu'on appelle les outils ambulatoires. Si vous avez une tension artérielle, on ne sait pas très, très bien si c'est une vraie tension ou pas, on vous laisse un petit appareil sur 24 heures. Hop, vous rentrez à la maison. Si vous avez un petit palpitation à minuit, le cardiologue n'est pas dans votre lit à minuit, donc on vous laisse un holter rythmique qui va écouter votre cœur. Voilà, donc ça, c'est les petits outils pour un cardiologue, on va dire, généraliste. Voilà, donc maintenant, il y a ce qu'on appelle le cardiologue interventionnel. Alors, il y a deux types de cardiologie interventionnelle. Il y a ce qu'on appelle la coronarographie. Gentiment, on les appelle les plombiers du cœur. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle les électriciens du cœur. Les plombiers du cœur, donc, c'est ceux qui vont déboucher les artères coronaires. C'est ceux qui vont vous sauver si vous êtes en train de faire un infarctus. Donc, vous entrez dans une salle en haut, ce n'est pas une opération, ça s'apparente à une salle opératoire, mais la personne, en règle générale, n'est pas endormie. On entre avec un grand cathéter au niveau d'une artère, on va jusqu'à la porte du cœur et on opacifie les artères avec du produit de contraste de l'iode et on a les coronaires et à partir de là, on regarde si oui ou non il y a une artère qui est bouchée et s'il y a une artère bouchée, eh ben, on ramène à l'intérieur et on met un petit ressort. Ça, ce sont les coronarographistes, les plombiers du cœur. Puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la rythmologie, les électriciens du cœur cette fois-ci. Donc, le cœur avec, par exemple, la pose d'une pile, d'un pacemaker, pardon, qu'on dit couramment pile, donc à droite. Et à gauche, un peu plus élaborer ce qu'on appelle donc tout ce qui est exploration électrophysiologique. Donc, pour les gens, par exemple, qui ont des palpitations, une zone du cœur qui produit des courants un peu particuliers, on fait une cartographie, ils font une cartographie et hop, ils brûlent aussi bien avec du froid que du chaud. Donc, ça, par exemple, nous, ici à La Réunion, on en a dans le sud et je reviens juste sur les plombiers du cœur, ils sont plutôt dans le nord, à la clinique Sainte-Clotilde et au CHU Félix-Guyon. Et une chose qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est la cardiopédiatrie. Donc, c'est les cardiopédiatres qui sont là dans les premières heures de la naissance, qui dépistent surtout les malformations cardiaques avec une échographie très particulière, avec des auscultations très particulières et vraiment un métier dans un métier de cardiologue. Voilà, si je brosse un peu les quatre grands de familles de métiers, le généraliste, l'interventionnel rythmologue, l'interventionnel coronarographiste et le cardiopédiatre. Et je finirai par cette diapo, cardiologue qui sème à tout vent. Pourquoi? Et une des raisons pourquoi j'ai choisi la cardiologie, parce qu'en tant que cardiologue, je peux être hospitalier. Et dans l'hospitalier, je peux faire les trois ou les quatre. Être libéral, être généraliste, être coronarographiste, rythmologue ou cardiopédiatre. Je peux être totalement libéral, aussi bien au sein d'une clinique dans l'hôpital ou au sein de mon cabinet. Je peux être mixte, être libéral, mais je fais quelque chose à l'hôpital. Je peux être amené à travailler en réanimation. Ils ont beaucoup besoin des cardiologues, bien que les réanimateurs actuellement se mettent beaucoup à l'échographie cardiaque. Aux urgences, on nous demande beaucoup d'avis aux urgences. En pédiatrie, comme on vient de voir. En rééducation cardiaque, pour tout ce qui est post-infarctus dans les insuffisances cardiaques, et le cardiologue du sportif, parce que, comme vous le savez, le statut cardiologique fait partie d'une grande partie de contre-indication à toute activité sportive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vous propose de poser des questions pour la cardiologie sur le chat. Pendant ce temps-là, moi, j'ai une question. Il y a des nouvelles spécialités cardiologiques aussi, comme la cardiogériatrie, par exemple, qui augmente beaucoup vu que la population vieillit. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités encore qu'on peut imaginer?
Exactement, la cardiogériatrie est très importante parce qu'il y a ce qu'on appelle donc ce test de fragilité pour les patients âgés et actuellement, on peut opérer jusqu'à 90 ans, jusqu'à, enfin moi personnellement, j'ai vu 92 ans le plus âgé. L'âge ne doit plus être un frein, mais le frein, c'est l'espérance de vie, le frein, c'est la qualité de vie qu'il peut avoir. Il y a d'autres spécialités qui sont plutôt dans l'interventionnel. Donc, par exemple, actuellement, pour changer une valve cardiaque, on peut le faire par voie endovasculaire. Pour dilater une valve par voie endovasculaire, c'est vraiment en cours de développement. Je ne parle pas de la chirurgie cardiaque, je parle de la cardiologie purement, on va dire, médicale. Oui, en fait, la cardiologie taille des croupières à la chirurgie cardiaque, notamment aux problèmes valvulaires. Alors, au problème valvulaire, alors, oui, est vrai, mais le problème valvulaire, en fait, c'est que ce qu'on appelle donc les TAVI, par exemple, aujourd'hui, les valves percutanées, les valves par l'endovasculaire, en général, on les fait quand ils sont récusés sur le plan chirurgical, voilà, d'une façon générale. Donc, ça ne taille pas vraiment. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions? Bon, je crois que c'était très, très bien détaillé. Existe-t-il des cardiologues essentiellement du sport? Exactement, tout à fait. Donc, ça existe les cardiologues purement au niveau sportif qui travaillent dans les centres de rééducation en général. On a énormément à Paris. J'en connais 3 à Paris. Et c'est des cardiologues vraiment du sport avec les sportifs de haut niveau qui font uniquement du VO2 max, du VMA, échographie du sport. Il y a aussi les cardiologues, par exemple, pour tout ce qui est les navigateurs, les cardiologues pour tout ce qui est les avions les 4G, là, comment on appelle ça, les avions supersoniques. Les supersoniques, voilà. Donc ça également, ça fait partie des cardiologues du sport. Et il y a ce qu'on appelle les DU, les diplômes universitaires, qui vous surspécialisent un petit peu dans chacun des petits domaines du sport, de la rééducation, de la nutrition. Voilà, donc ça existe énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie.